Alors, on va commencer tout de suite la dernière partie de la deuxième séance de ce jour. Et on va appeler professeur Takzout pour nous présenter Diabète et foie, un titre volumineux. Donc, on va certainement en profiter. À vous la parole, professeur. Aimable assistance, je vais vous présenter aujourd'hui la pathologie hépatique au cours du diabète. On va s'intéresser à la NAFLD, c'est la stéatopathie hépatique non alcoolique. Tout d'abord, la NAFLD, c'est la première cause d'hépatopathie chronique, avec une prévalence de 25%. Plus de la moitié des patients diabétiques présentent une NAFLD. C'est une affection grave, avec une morbimortalité cardiovasculaire multipliée par 3, une morbidité hépatique qui est très importante, liée aux complications de la cirrhose et au carcinome hépatocellulaire. La NAFLD est une des principales indications de la transplantation hépatique aux USA. Tout l'intérêt des moyens non invasifs pour le diagnostic de la fibrose au cours de la NAFLD, intérêt thérapeutique visant à arrêter la progression de cette fibrose qui est un élément pronostic. Qu'est-ce qui a changé? C'est la nomenclature. Quand on parle de stéatopathie non alcoolique, on met l'accent sur l'alcool alors que c'est une pathologie purement métabolique. Il y a eu réflexion, changement de nomenclature. On parle aujourd'hui de la MAFLD, c'est Metabolic Associated Stéatopathie. Les stéatopathies associées au désordre métabolique. C'est important parce que la NAFLD, c'est un diagnostic d'élimination. On doit éliminer une consommation importante, significative d'alcool, plus de 30 grammes chez l'homme, plus de 20 grammes par jour chez la femme. On doit aussi éliminer d'autres causes de stéatose hépatique, telles qu'une atteinte virale, une prise médicamenteuse ou autre étiologie. Quand on parle de MAFLD, on va essayer de créer des critères diagnostiques positifs pour parler d'une stéatose hépatique d'origine métabolique. C'est essentiellement la présence d'une stéatose hépatique associée à un surpoids ou bien un diabète type 2 ou à d'autres critères mineurs, à d'autres désordres métaboliques mineurs, deux critères mineurs, tels qu'une hypertriglycéridémie, une réduction du taux d'HDL-cholestérol, une élévation de la CRP ultrasensible, un prédiabète. Donc, si j'ai ces éléments-là, je porterai le diagnostic volontiers de stéatopathie associée au désordre métabolique. C'est une maladie très complexe. Il y a des pathologies métaboliques qui interviennent, il y a l'âge, il y a le sexe, il y a l'alimentation, l'activité physique. L'alcool est un facteur de comorbidité. Il y a les facteurs génétiques et épigénétiques, il y a le microbiote. Ça fait une hétérogénéité importante et ça fait toute l'hétérogénéité de la maladie elle-même. Ce qui est important à retenir, c'est une maladie qui est évolutive. C'est un processus purement dynamique. Donc, une fois j'ai la stéatose hépatique, durant longtemps, elle sera une stéatose simple. Mais une fois la fibrose démarrera, ça sera l'évolution vers une fibrose progressive qui va évoluer jusqu'à la fibrose maximale, stade de cirrhose hépatique, avec toutes ses complications, insuffisance hépatique, carcinome hépatocellulaire. Ce qui est important, ce qui va permettre cette évolution, c'est des facteurs génétiques, c'est des facteurs liés au microbiote intestinal, des facteurs liés à la sédentarité et au type de l'alimentation. C'est un élément très important, cette fibrose hépatique, c'est un élément pronostique. Non seulement il est lié à la mortalité hépatique, mais surtout à un risque accru d'accidents cardiovasculaires qui font toute la gravité. En effet, la maladie cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité par NAFLD. Elle est suivie par les cancers extradigestifs. Les complications hépatiques ne prennent que la 3e place. Vous voyez, la première cause de mortalité, c'est les anomalies cardiovasculaires. Et le facteur pronostic important, c'est la fibrose hépatique. On va ici à gauche, quelle que soit la cause de mortalité, elle est coordonnée avec... Très bien, merci. Vous voyez ici, quelle que soit la cause de mortalité, cardiovasculaire essentiellement, elle est liée au degré de la fibrose hépatique. C'est le facteur pronostic le plus important. Ici, ça se voit, la mortalité hépatique, elle se voit à F4. Vous voyez, c'est le stade de cirrhose hépatique, ses complications et du carcinome hépatocellulaire. Sur le plan clinique, c'est un iceberg. La maladie, elle est asymptomatique. C'est à nous de la dépister.
Chez le spécialiste, il y a moins de 10% de diagnostic porté. Il n'y a pas de symptômes. Les symptômes se voient au cours de la cirrhose compliquée et c'est un stade déjà dépassé. Donc, chez qui on va dépister la NASH? Il faut y penser devant tout patient avec insulinorésistance, avec des facteurs de risque métabolique, un patient obèse, un syndrome métabolique, un diabétique. On aura souvent des transaminases qui sont élevées. Donc, on a besoin d'identifier les personnes à risque avant l'apparition du mauvais résultat. Ces facteurs, c'est la population âgée de plus de 50 ans, essentiellement, la population diabétique, en cas d'antécédent familial de cirrhose hépatique et en présence de plus de 3 éléments de syndrome métabolique. Donc, comment on va évaluer cette fibrose? C'est tout l'intérêt des facteurs non invasifs. Donc, on ne va pas recourir sur une pathologie qui est très fréquente, on ne va pas réaliser des biopsies hépatiques chez tous nos patients. Donc, c'est essentiellement les biomarqueurs sériques, la NFS, Neufeld Fibrosis Score, le FIB4, ils vont nous permettre une orientation sur le stade de fibrose hépatique. On peut aussi nous faire le diagnostic par élastographie impulsionnelle, c'est le fibroscan essentiellement. Il y a l'IRM aussi, mais il y a le coût. Ça permet une évaluation de la stéatose hépatique et du degré de la fibrose. En cas où il n'y a pas de concordance entre les facteurs non invasifs, on peut avoir recours à la biopsie hépatique pour poser le diagnostic. Donc, actuellement, ces marqueurs non invasifs, ils se font automatiquement. On a des applications. Donc, c'est des paramètres qui sont très simples et qu'on peut tous pratiquer en consultation. Donc, dans la population, on va essayer de dépister cette fibrose hépatique, cette Neufeld, chez des populations à risque métabolique. Et ce qui est important, une fois la stéatose hépatique est suspectée, il y a une cytolyse hépatique, donc on va éliminer une origine éthylique, on va confirmer notre Neufeld, éliminer d'autres causes d'élévation d'ALAT, parce qu'une Neufeld n'élimine pas une hépatite virale associée, par exemple. Donc, on va confirmer notre stéatopathie hépatique d'origine métabolique, une Neufeld. On va essayer de stratifier le risque par des moyens non invasifs, c'est très important. C'est une maladie qui est fréquente, on ne va pas faire un examen invasif, biopsie hépatique chez tous nos patients. Donc, ça va nous permettre d'avoir 3 catégories de patients. Des patients à faible risque, c'est les patients qui ne sont pas en surpoids, âgés de moins de 40 ans, ils n'ont pas de diabète, ils n'ont pas de syndrome métabolique, les ALAT sont normales ou peu élevées, un faible score d'évaluation de fibrose hépatique, un fibroscan qui ne dépasse pas les 5 kPa, c'est une stéatose qui est bénigne. Un risque intermédiaire, et si le BMI, on est en obésité, là j'ai les plus de 40 ans, il y a moins de 3 éléments du syndrome métabolique, un FIB4 qui est intermédiaire, un fibroscan entre 6 et 10 kPa, la NASH est possible avec fibrose, donc on doit faire attention, peut-être qu'il y a un problème, il y a un début de problème d'activité de la maladie. En cas de non-concluence entre les examens non invasifs, pensez à réaliser une biopsie hépatique. Le risque est très élevé en cas de BMI supérieur à 30, un âge de plus de 50 ans. Il y a plusieurs éléments du syndrome métabolique, un FIB4 significativement élevé, un score APRI ou un NFS aussi élevé, une NASH, c'est la fibrose qui correspond à un stade F3, F4. Le risque de fibrose hépatique est très élevé en cas d'un fibroscan qui dépasse les 20 kPa. Donc, au terme de cette évaluation de la fibrose, quelle prise en charge pour nos patients? La prise en charge va s'appuyer sur les éléments métaboliques qui ont permis l'apparition de cette Neufeld. C'est essentiellement une perte pondérale, un équilibre de l'HTA, du diabète, des comorbidités, un changement des habitudes de vie alimentaire, un bon sommeil, une activité physique qui sera adaptée au sujet. Donc, les dernières recommandations, la Neufeld, c'est une maladie qui est secondaire aux problèmes métaboliques. Il faut gérer ces problèmes. L'obésité, le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, ça permettra d'améliorer et de prévenir la maladie cardiovasculaire, qui est encore une fois la première cause de mortalité, prévenir la cirrhose et ses complications. Donc, une approche doit être multidisciplinaire. Une réduction du risque cardiovasculaire, elle est essentielle. Dépistage et traitement des autres comorbidités et leur traitement. Une perte pondérale, essentiellement par mesures régiono-diététiques et activité physique. La pharmacothérapie individuelle pour le prédiabète et le diabète, des stratégies de prévention pour les patients atteints de fibrose hépatique avancée s'avèrent indispensables. Donc on a vu, c'est un phénomène qui est dynamique. J'ai de la fibrose qui va progresser. Cette progression de la fibrose, elle est corrélée
corrélé au risque cardiovasculaire et à la mortalité. C'est le premier facteur pronostic de mortalité. Donc, il faut modifier son style de vie, c'est indispensable, c'est essentiellement la perte pondérale. Il faut corriger les désordres métaboliques, l'obésité, le diabète, le syndrome métabolique, pour réduire le risque cardiovasculaire. Donc, si on arrive à ce point-là, avant l'installation de la fibrose, il s'agira de la prévention primaire. On va essayer d'agir avant l'apparition de la fibrose. Déjà, c'est un patient qui a une NAFLD simple sans fibrose. Il faut instaurer ces mesures hygiéno-diététiques pour éviter l'apparition de cette fibrose. C'est la prévention primaire. Et même au stade de fibrose, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années, la fibrose est un phénomène qui est réversible. Donc, une fibrose, plus on se prend tôt pour les mesures hygiéno-diététiques, puis on peut régresser la maladie et ses complications. Même au stade de cirrhose, on peut éviter les complications par des mesures hygiéno-diététiques. Très bien. Donc, c'est essentiellement la perte pondérale. Ce qui est noté, ce n'est pas une perte pondérale qui est massive. Regardez, une stéatose hépatique, au début, une perte pondérale de 3% permet une réduction de cette stéatose hépatique. C'est ce qu'on doit expliquer à nos patients. Il ne faut pas s'acharner sur une perte pondérale. On ne doit pas agresser nos malades. Il faut être progressif. Une perte pondérale de 5% permettra déjà une amélioration des phénomènes inflammatoires, la ballonisation, l'inflammation des hépatocytes. Une perte pondérale de 7% permettra l'amélioration de la stéatohépatite non alcoolique, le point de départ de l'activité importante, puis de la fibrose. Et une perte pondérale qui est de 10% permettra la régression carrément de la fibrose hépatique au cours de la NAFLD. Vous voyez combien c'est important, ces mesures diététiques. Donc, il faudrait une restriction énergétique, diminuer progressivement de 500 à 1000 kilocalories, perdre l'objectif de 7 à 10% du poids initial. C'est une déperdition du poids qui va être au long cours, donc très progressif. Un régime de type méditerranéen, vous le savez très bien, c'est le meilleur régime. Il faudrait s'alimenter 5 portions de fruits et légumes par jour, ça améliorera le microbiote. Éviter les sodas, c'est une source de fructose industrielle, nocif. Éviter l'alcool parce que ce sont des facteurs de comorbidité qui vont encore aggraver la fibrose d'autre origine. Toutes ces mesures hygiéno-diététiques vont être associées à une activité physique régulière. Ce qui est recommandé, c'est entre 150 et 200 minutes par semaine d'activité physique répartie en 3 à 5 séances. Donc, le traitement pharmacologique, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques qui ont été réalisés. On vise d'améliorer cette fibrose, réduire la stéatohépatite, réduire l'activité de la maladie. Donc, il y a des traitements insulinosensibilisateurs. Donc, on va essayer d'améliorer la sensibilité à l'insuline, des antistress oxydants tels que la vitamine E. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune molécule n'a prouvé son efficacité. Il n'y a aucune molécule qui a l'AMM actuellement. Donc, plusieurs cibles. Vous avez vu que la physiopathologie était très complexe. La même chose pour le traitement, c'est plusieurs cibles qui ont été tentées. Un traitement antimétabolique, anti-inflammatoire, antifibrotique. Il y a des essais cliniques qui sont arrivés aux phases 3, mais malheureusement, jusqu'à présent, tout a été négatif. On avait de l'espoir pour l'acide obéticolique, mais les résultats de phase 3 étaient négatifs. On n'a pas eu d'amélioration de la fibrose. La semaglutide a permis la perte pondérale chez les patients cirrhotiques, mais il n'y a pas eu d'effet significatif sur la fibrose hépatique. Donc, jusqu'à présent, il n'y a que les mesures hygiéno-diététiques, l'activité physique qui est admise. Donc, en conclusion, on dira que la stéatopathie métabolique est un problème de santé publique. Un diagnostic précoce est important par la prise en charge qui doit être multidisciplinaire. Les méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose ont modifié considérablement sa prise en charge. Le pronostic est lié à l'importance de la fibrose hépatique. Rappelez-vous, la mortalité cardiovasculaire et hépatique est liée à cette fibrose hépatique. La perte pondérale, les règles diététiques, l'activité physique régulière sont les seules mesures efficaces. Plusieurs nouveaux traitements sont actuellement évalués dans le cadre d'essais thérapeutiques, mais jusqu'à présent, aucune molécule n'a l'AMM. Je vous remercie.